Bonsoir. Je vous remercie à tous d'être présents ce soir. Vous avez peut-être assisté déjà à des conférences cet après-midi avec Mélusine Harrier et Sophie Rabi. Ce soir, il y aura encore deux conférences. D'abord, une conférence d'Élise Mareuil, éducatrice de jeunes enfants au départ. Elle a cofondé le réseau Agapi, qui est un réseau de crèches coopératives et écologiques en région parisienne. Et elle s'intéresse en particulier au rapport des tout-petits avec la nature. Et elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Jouer avec la nature », que vous pourrez d'ailleurs trouver à la librairie si vous souhaitez approfondir le sujet. Donc maintenant, je vous demande d'applaudir Élise Mareuil pour une petite conférence. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux, c'est impressionnant. C'est un très beau cadeau de la vie d'être avec vous ce soir. C'est un très bel endroit, plein de belles énergies. Et je voudrais vraiment remercier les organisateurs du festival de l'École pour la vie de nous permettre de vivre un aussi beau moment. L'idée ce soir, c'était de partager avec vous une expérience un peu atypique, de crèche un petit peu différente, et puis de réfléchir ensemble à des pistes d'éducation positive liées à l'éveil à la nature et au développement durable dès le tout jeune âge. Alors moi, à la base, je suis éducatrice de jeunes enfants. C'est un diplôme de travailleur social spécialisé dans la petite enfance. Et effectivement, j'ai cofondé, nous sommes 3 fondateurs d'Agapi, qui est un réseau de crèches écologiques et coopératives. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que ça veut dire. Et puis, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Jouer avec la nature », qui compile des recherches du monde entier sur l'apport de la nature dans l'éveil du jeune enfant et qui donne plein d'idées d'ateliers pour, de façon très simple au quotidien, vivre des jolis moments de partage avec les jeunes enfants autour de la nature. Donc Agapi, au moment où je vous parle, c'est 6 crèches coopératives en Île-de-France. Donc c'est 3 fondateurs et plus de 50 professionnels petite enfance qui s'impliquent avec nous au quotidien et qui font un travail merveilleux dans nos crèches. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crèche coopérative ? On est plus exactement en société coopérative d'intérêt collectif. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas de profit, on est à gestion des intéressés et que les salariés comme les familles peuvent devenir sociétaires dans nos crèches, donc participer aux assemblées générales, voter, débattre avec nous et participer à des commissions thématiques telles que le développement durable, le tri dans les crèches, comment organiser la fête de fin d'année, etc., etc. L'idée, c'est d'être dans quelque chose d'extrêmement participatif et démocratique. Alors, on favorise des pédagogies actives. Je crois que c'est ce qui nous réunit tous aujourd'hui, la libre expression de l'enfant. L'idée, c'est vraiment de permettre à l'enfant de favoriser son expression et d'être libre de ses choix dans des espaces qui sont sécurisés et sécurisants. Donc, du coup, je vous ai mis pas mal de petites photos pour que vous puissiez découvrir nos crèches en vrai. On travaille sur du mobilier en bois, du bois massif issu de forêts protégées. Et notre spécificité, c'est d'être ancré dans l'économie sociale et solidaire, tant par le statut juridique que je viens de vous présenter, que par les prestataires avec lesquels on travaille. Par exemple, le mobilier en bois sur ces photos est créé par le seul ESAT en France de mobilier petite enfance. Un ESAT, c'est un lieu qui permet à des travailleurs en situation de handicap de travailler l'insertion. Voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir, on travaille des matériaux nobles plutôt autour du tissu, de l'osier. Et puis, il a été évoqué tout à l'heure Maria Montessori. On a des inspirations aussi avec des étagères à libre disposition, avec des plateaux et du matériel Montessori. Et aussi l'approche Reggio italienne, mais je reviendrai sur tout ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est la dernière crèche qui vient d'ouvrir, sur laquelle on travaille. Vous voyez, ce sont des espaces très ouverts où l'enfant n'attend pas que l'adulte lui dise qu'on va faire gommette de telle heure à telle heure et motricité de telle heure à telle heure. Et l'enfant circule librement dans les espaces dans lesquels l'adulte lui fait des propositions dont l'enfant se saisit ou pas, selon ses propres besoins, ce que Maria Montessori appelait les périodes sensibles notamment.
Alors voilà notre fondement. On a 5 piliers à Agapi, notamment l'aspect qualitatif, le respect de l'environnement, l'accueil des enfants en situation de handicap, notre engagement dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, au cœur de tout ça, il y a la place donnée aux familles, puisque notre fondement, c'est de se dire qu'on n'est pas des lieux de garde, mais on est bien un lieu d'accueil pour accompagner toute la famille dans un mouvement autour de la pédagogie et de l'éducation du jeune enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une crèche écologique? C'est souvent une question qu'on nous pose quand on présente le concept Agapi. Ça veut dire travailler avec des entreprises spécialisées dans des choix de matériaux respectueux de l'environnement. Donc on a tout un travail sur le chantier, les bâtiments, les matériaux qu'on propose, avec des exemples tout bêtes et très concrets dans ce qu'on peut proposer dans nos crèches. On va avoir du nettoyage à la vapeur, on va avoir du liniment, on va avoir de la papeterie éco-labellisée, et on va, et je vais vous présenter tout ça en détail tout à l'heure, travailler beaucoup de matériaux de récupération et beaucoup créer nous-mêmes les jeux qu'on propose aux enfants, avec évidemment des éléments naturels, et avec les familles qui participent et qui viennent créer avec nous les jeux qu'on propose aux enfants au quotidien. Et quand je dis les familles, c'est au sens large, c'est les frères et sœurs, les tontons, les tatas, les mamies, etc. etc. Alors, notre différence fondamentale, les crèches écologiques, c'est pas nouveau, hein, ça fait quelques années que ça existe, sauf que vous avez des belles crèches HQE, et puis qui sont complètement déconnectées de la nature en vrai, donc avec des critères écologiques très poussés. Mais il n'y a pas forcément de travail à l'intérieur de ces crèches sur la sensibilisation au développement durable. Nous, on s'est dit, c'est déjà génial de faire une crèche écologique avec des choses qui ne sont pas nocives pour les enfants et qui sont saines, mais comment on peut aller encore plus loin pour que ce lieu devienne un vrai lieu de sensibilisation des adultes, des familles, des professionnels et des enfants au développement durable? Comment on peut amener du ludique et du plaisir autour de cette notion qui peut sembler très abstraite, hein, développement durable? Vous vous dites peut-être développement durable et écologie avec des moins de 3 ans. Non, on ne va pas leur parler de la fonte des glaces et de la pollution, c'est évident. Par contre, c'est comment on va amener du plaisir et du ludique. Alors, des exemples très concrets. Par exemple, le gâchis alimentaire, qui est un sujet de fond en petite enfance et puis dans vos familles au quotidien. Si on invite des familles en leur disant « venez parler du gâchis alimentaire en rentrant du travail », on ne va pas déplacer les foules, il faut être lucide. Donc à Agapi, on va passer par le plaisir et le ludique. Donc on va organiser des ateliers par enfants sur l'éveil au goût. On va faire des jeux pour deviner, pour la mer, le sucré, l'acide. On va faire découvrir des fruits et légumes de saison un peu atypiques. Et puis au milieu de tout ça, on va faire des jeux sur, à votre avis, combien de kilos par an est gâché de nourriture, comment on peut éviter cela, etc. Et c'est dans des soirées conviviales qu'on va aborder ça. Voilà. Donc l'idée, c'était de faire de nos crèches une interface autour de la sensibilisation au respect de la nature. D'autres exemples concrets, dans nos crèches, on va par exemple fêter les fêtes mondiales de l'eau et des forêts. Pour pouvoir, on va faire des jeux d'eau, on va faire des jeux autour des végétaux, et puis on est implanté en région parisienne. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, les gens n'imaginent pas les immenses parcs autour de chez eux. La Seine-Saint-Denis est en fait un département extrêmement vert. Donc autour des fêtes des eaux et des forêts, on va faire venir des expositions de photographes du coin pour sensibiliser les familles aux parcs qui sont à côté de chez eux et leur donner envie d'aller le week-end suivant au parc. Et puis on va les inviter à ramasser des pommes de pin et des végétaux du coin pour faire des activités avec leur enfant la semaine suivante à la crèche en rentrant du travail. Et puis on va créer une mascotte qui s'appelle Hélios, c'est un petit oiseau, et pour pousser les familles à aller observer les oiseaux dans les parcs à côté de chez eux, et on va fabriquer des petites volières avec des objets de récupération. Voilà. C'est des petites choses, mais c'est la légende du colibri, c'est chaque petite goutte d'eau compte, et notre idée c'est ça, c'est d'être dans des petites gouttes d'eau au quotidien par le plaisir et le ludique. Alors, c'est des crèches qui sont ouvertes sur la nature, même en milieu urbain. Là, les photos que vous voyez, par exemple, c'est un grand jardin de 350 mètres carrés. Il est coincé entre les rails du RER et les rails du train de marchandises. Et des enfants qui, pour la plupart, vivent en appartement. Et on a 350 mètres carrés de jardin avec un potager.
et avec des jardins, donc des espaces à l'intérieur qui sont en permanence ouverts sur l'extérieur. Et donc, on va prendre le temps avec les enfants au quotidien. Voilà, là, c'était les giboulées de Mars. Et on va prendre le temps d'aller observer les giboulées de Mars. Et prendre le temps, c'est une notion importante dans notre société. Et donc, dans la petite enfance, c'est ce qu'on va apporter aux enfants. Et puis, après, en partant des giboulées de Mars, on va partir de ce que l'enfant en a vu, en a ressenti. Donc, on va pouvoir faire un atelier motricité autour des giboulées de Mars. Et ça pleuvait, ça faisait du bruit, ça leur a fait peur. Et voilà, et on va pouvoir travailler des choses en dessin, en expression, etc. Rien qu'en partant de cette observation de la nature au sein de la crèche. C'est mener des ateliers aussi à l'extérieur, sortir par tous les temps, aller faire de la peinture dehors, sortir même en hiver. Alors ça peut peut-être vous sembler évident, mais il y a des crèches où c'est un vrai défi de faire sortir les enfants et les professionnels en plein hiver emmitouflés dehors. Et puis ça va être effectivement favoriser des siestes à l'ombre quand il fait bon, ça va être prendre les repas et les goûter dès qu'on peut, les pieds dans l'herbe. Et puis, c'est des jardins du coup qu'on a conçus, qui sont assez uniques. On a réfléchi avec une architecte petite enfance qui s'appelle Marie Miquel, autour de jardins qui vont favoriser l'éveil des 5 sens en contact direct avec la nature. Donc, par exemple, des miroirs dans un angle, ce qui permet à l'enfant de découvrir tout. Il ne voit jamais son dos, hein, donc là il va pouvoir en angle découvrir les différentes facettes de son corps. C'est important avant 3 ans, schéma corporel. Mais du coup, il y a le ciel qui se reflète, il y a le soleil, il y a le jardin derrière lui. Il va y avoir des jeux avec du vent et on va pouvoir souffler dessus et faire couler de l'eau sur des petits moulins qu'on a fait imprimer spécifiquement avec des imprimantes 3D. Il va y avoir des plaques de verre avec des couleurs et selon comment se met le soleil, les couleurs se mélangent et on va pouvoir observer ce que ça donne. Voilà, il va y avoir des bambous avec des graines à l'intérieur et donc chaque bambou ne fait pas le même bruit. Tout ça, c'est des jardins qu'on a conçus. Là, c'est un jardin qui est en pied d'immeuble. Avec des hôtels à insectes et puis au lieu d'avoir un toboggan en plastique, ce qui est déjà super, hein, mais on va avoir plutôt des rondins de bois où l'enfant va pouvoir explorer sa motricité. On va avoir des buts. Voilà, on va essayer d'avoir des choses plus naturelles. On va éviter le sol en plastique. On va avoir de l'herbe, etc. Et puis, évidemment, nos potagers, qui sont un espace vraiment important chez nous. Donc les enfants les cultivent avec nous au quotidien, c'est pas les adultes qui les cultivent. Et puis on va récolter régulièrement et offrir aux parents et déguster avec eux nos récoltes du potager. Et du coup on a un partenariat avec un maraîcher qui vient régulièrement dans nos crèches présenter les fruits et légumes de saison et les animaux. C'est essentiel parce qu'on se rend compte que les enfants, évidemment, tout à découvrir des fruits et légumes de saison, mais que beaucoup d'adultes ne savent plus quels sont les légumes et les fruits de cette saison-ci, puisque sur nos étals de supermarché, on peut trouver absolument tout en toute saison. Donc c'est aussi en ça que je vous parle d'une sensibilisation plus globale. Voilà, en partant d'ateliers maraîchers, potagers avec les jeunes enfants, on arrive à un mouvement plus global de sensibilisation des familles à la consommation. Donc on fait venir aussi des associations qui vont sensibiliser à l'alimentation bio, à l'alimentation de saison, et on favorise dans notre alimentation des circuits courts également. Et puis on a des animaux. Alors ça peut paraître rien, mais à l'heure actuelle en crèche, faire rentrer des animaux, c'est un vrai défi. Donc je vous présente Georges et Charlotte, le chat et le lapin de nos crèches. On a aussi des mini-fermes qui viennent nous rendre visite. Et puis ce sont des mini-fermes qui ne sont pas loin. Donc de la même façon, on invite les familles à aller ensuite avec les enfants visiter les mini-fermes. L'objectif, c'est d'être dans une sensibilisation, un respect profond de l'animal. Et puis, ça se passe merveilleusement bien. Voilà. Et donc, on a un chat qui vient se promener sur les peintures des enfants et les enfants repartent avec des pattes de chat sur leurs peintures et il y a une vraie cohabitation.
Alors, l'idée de notre pédagogie, c'est de toujours aller du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire de partir d'une nature de proximité. Donc, on ne va pas parler à un enfant à Agapi des pingouins en premier lieu. C'est quelque chose qui est abstrait pour un enfant de moins de 3 ans. On va partir de la nature de proximité qu'il peut observer. C'est d'autant plus un défi pour nous en milieu urbain. Mais qu'est-ce qu'on a sur tous nos rebords de fenêtres et notre petit carré d'herbe? On a des escargots. Qui est facilement observable, qui est rond à un âge où l'enfant va commencer à travailler au niveau du graphisme le rond. Donc on va travailler sur les escargots. Et puis les escargots, c'est passionnant, on en arrive à la pédagogie Montessori carrément à partir d'escargots, parce qu'on va être dans la responsabilisation de l'enfant de prendre soin de l'endroit où on a accueilli l'escargot. Ils vont nettoyer à tour de rôle la cage. Donc on va être aussi dans de la motricité fine pour nettoyer cette cage. On va être quasiment dans des jeux d'eau. On va aller étudier ce que mange l'escargot, où est-ce qu'il vit, etc. Et puis, par contre, c'est très important pour nous, les escargots ne sont que des invités. Donc on a tout un petit cérémonial avec une comptine, des chansons pour relâcher les escargots dans la nature, une fois qu'ils ont été invités à séjourner dans nos crèches. Et effectivement, ça amène aussi, et c'est le principe de la pédagogie Reggio que je vais vous présenter tout à l'heure, un enfant qui va nous dire c'est rond, un escargot comme ça, on va aller travailler avec lui s'il le souhaite en motricité ou en graphisme, la notion du rond par exemple. Donc d'un escargot, on va arriver à ce qu'on appelle des séquences pédagogiques par exemple, puis du rond, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est rond? Il y a une pomme de terre, par exemple, il y a un œuf, et donc on va arriver à la découverte d'autres éléments naturels. Alors un autre exemple concret, c'est les abeilles. C'est un vrai enjeu écologique en ce moment, les abeilles, elles sont en danger. De la même façon, si on invite les familles à venir parler de la danger de la biodiversité liée à la disparition des abeilles, on n'aura peut-être pas foule. Par contre, si on les invite à venir faire une dégustation de miel avec l'apiculteur du coin, parce qu'il a des apiculteurs en région parisienne, et que cet apiculteur, il est venu rencontrer les enfants avant dans un sacrément drôle de costume, et qui nous a amené une vraie ruche, et que les parents observent le regard émerveillé de leurs enfants qui observent les abeilles dans leurs alvéoles, et qu'on va organiser une petite exposition dans l'entrée de la crèche, etc. On crée tout un mouvement, et là, on a pu faire venir une association qui est venue sensibiliser les familles, effectivement, à la disparition et tout ce qui se passe autour des abeilles à l'heure actuelle. Donc je pense que vous l'aurez compris, le fondement de notre travail à Agapi, c'est le développement durable. Le président de l'UNICEF dit le développement durable commence avec des enfants en sécurité, en bonne santé et bien éduqués. Donc le développement durable, il commence bien par la petite enfance. Alors le développement durable, souvent on l'associe uniquement à l'aspect écologique. Or c'est aussi l'aspect social et économique. C'est pourquoi on a choisi de se constituer en coopérative, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On est dans un vrai enjeu citoyen à l'heure actuelle, j'y reviendrai tout à l'heure, qui dépasse un simple éveil à la nature sensorielle, ce qui est déjà génial, mais on est quand même dans un vrai enjeu éducatif pour notre planète autour de cette notion de respect de l'environnement. Sauf j'en reviens au fait qu'on est avec des tout petits, donc on ne va pas leur parler d'écologie pure. La pédagogie qu'on développe à Agapi, c'est de se dire que le tout petit est un être de sensorialité. L'enfant, le tout petit, découvre tout par les 5 sens. Donc on va partir de cette sensorialité, et notre éveil à la nature tel qu'on la conçoit, elle est uniquement pensée dans l'éveil sensoriel du jeune enfant. Cette sensorialité, qui va avoir été dans le plaisir des tout petits, elle va amener le jeune enfant à être d'autant plus curieux. Et cette curiosité va pouvoir l'amener à une découverte de la nature de façon encore plus ludique. Et je vous présenterai des recherches tout à l'heure. On sait qu'un jeune enfant qui a découvert la nature de façon ludique et de façon répétée tout jeune va être un enfant, un adolescent et un adulte qui sera bien plus respectueux de l'environnement. Donc ça peut paraître étonnant de partir de la sensorialité pour arriver à la protection de l'environnement, mais c'est vraiment quelque chose dont on est convaincu. L'idée, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de se dire qu'une éducation à la nature, c'est à la fois une sensibilisation au développement durable et une éducation bienveillante. Et qu'en alliant éducation à la nature et éducation bienveillante, on arrive à un chemin vers une autre société. Alors c'est peut-être un peu utopiste, mais je pense qu'on est réunis ici aujourd'hui parce qu'on est tous un petit peu utopistes et que c'est aussi ce qui fait avancer les choses.
Alors, je vous ai mis là 3 de nos grandes inspirations. J'aurais pu évidemment aussi vous citer Montessori, Amy Pickler. J'aurais pu vous citer aussi Froebel, voilà, mais ils ne tenaient pas tous. Et puis j'ai voulu me concentrer sur ceux qui avaient vraiment été des pionniers dans la découverte de la nature. Célestin Freinet, c'était un instituteur dont les enfants observaient en permanence la campagne, faisaient des dessins, etc. Et il disait il y a plus de 60 ans qu'il fallait fondamentalement rapprocher l'enfant de la nature et l'enraciner dans son milieu naturel. Ensuite, vous avez De Crowley, qui pour lui, l'environnement était intégré de façon à part entière dans l'éducation. Et puis peut-être qu'on connaît moins en France Loris Malaguzzi, c'est l'approche Reggio. Reggio Emilia, c'est une ville en Italie. J'ai eu la chance de pouvoir aller me former là-bas. En fait, c'est assez unique au monde. C'est la seule région du monde où toute une population s'est engagée dans une seule et même démarche éducative, qui est basée d'une part sur l'expression de l'enfant, notamment par les arts, et d'autre part sur le fait que tout passe par la nature dans leur approche éducative. Donc tout ce que l'enfant a à disposition dans les crèches et les écoles Reggio sont des éléments naturels pour apprendre les tailles, les poids, les couleurs, les notions mathématiques. Tout se fait au contact direct de la nature. Voilà, donc ça c'est l'approche Reggio, qui est une de nos grandes inspirations également dans les crèches Agapi. Alors l'idée, c'est de développer à la fois une pédagogie de la nature, c'est-à-dire apprendre à découvrir l'environnement naturel de façon ludique, et une éducation par la nature, c'est-à-dire faire des apprentissages, le langage, la motricité, les couleurs, etc., grâce à des éléments naturels. Donc c'est ces deux aspects qu'on développe au quotidien et que vous pouvez développer à la maison avec les enfants, c'est-à-dire d'être dans une éducation à la nature et une éducation par la nature. L'idée, c'est que c'est vraiment d'être dans une pratique d'éveil au vivant par ces 5 sens au quotidien et pas être dans des concepts abstraits liés à la nature, d'écologie, etc., mais d'être vraiment dans des choses concrètes que le jeune enfant va vivre dans son corps au quotidien. Alors, des exemples. Voilà. C'est votre accompagnement, en fait, qui va pouvoir créer cette éducation particulière. L'idée, c'est que vous soyez un guide pour l'enfant, pour le guider dans cette découverte de la nature. Et la partie qu'on oublie souvent, c'est de laisser l'enfant vous guider dans cette découverte de la nature. Laissez-vous guider par l'enfant, c'est lui qui va créer l'éducation positive que vous allez tricoter avec lui. Voilà, donc l'idée, c'est d'être dans ce double mouvement. Et puis surtout, de garder votre capacité d'émerveillement. Reconnectez-vous au tout petit enfant en vous, parce que pour accompagner votre enfant dans une éducation à la nature, il va falloir s'émerveiller de la forme du nuage, il va falloir s'enthousiasmer devant la fourmi et aller repérer la coccinelle qui est cachée dans un coin. Et ça demande ce travail fabuleux qui est de se reconnecter à l'enfant émerveillé qui est encore là en vous. Voilà, et donc c'est cet accompagnement-là qu'on essaye de développer au quotidien. Alors ça passe par des petites choses très concrètes. Alors on n'a rien inventé. La table d'observation de la nature, elle a été développée par Steiner et Montessori sous des formes différentes. L'idée, c'est de proposer aux familles, aux enfants, à nos professionnels, à chaque saison, de créer une table qui va mettre en avant des éléments naturels de saison, mais aussi s'il y a une musique qui nous inspire sur l'automne, on va pouvoir la mettre à disposition. S'il y a une photo qu'on trouve magnifique, voilà. Et puis, on va pouvoir transformer cette table des saisons également en table d'exploration de la nature en mettant des loupes, des crayons, de la colle, des choses où l'enfant va pouvoir explorer, découvrir les traces que ça fait la feuille d'arbre cachée sous la feuille de papier, etc. C'est absolument essentiel parce que le cycle des saisons, c'est le cycle de la vie. C'est ce qui permet à l'enfant de prendre conscience d'une temporalité. C'est ce qui permet à l'enfant de prendre conscience du temps, des changements. Il voit à l'enfant les couleurs qui changent, les températures, le chaud, le froid, etc. Et ça, c'est des petites choses que vous pouvez reproduire très facilement à la maison. Alors là, on parle d'une table, ça peut être une corbeille, ça peut être un panier, ça peut être un petit recoin dans une étagère que vous allez nourrir avec l'enfant au fil de vos promenades. Voilà.
Donc ça va être effectivement, je vous en parlais, la découverte des fruits et légumes. On peut créer soi-même ces jeux. Donc là, c'est des jeux que nous, on a créés nous-mêmes. On a imprimé des petites cartes et on a pris en photo pour aider l'enfant à mettre en relation. Là, c'est un jeu. On va lui présenter des fruits et légumes de saison. Il va pouvoir les mettre en lien avec les petites cartes qui sont devant lui. Donc on va pouvoir travailler à ce moment-là aussi le langage, le vocabulaire, la reconnaissance des couleurs. Est-ce que la courgette est plus lourde que l'aubergine? À ton avis, comment c'est à l'intérieur? On va la couper. Comment ça fait cru? Comment ça fait cuit? Vous voyez, toutes ces choses qui sont évidentes en tant qu'adulte. Et on a cette chance inouïe de pouvoir aider le jeune enfant à s'émerveiller en les découvrant. C'est quand même absolument fabuleux. Des projets tout simples, vos vieilles pommes de terre ratatinées à la maison. Et ben, dans un peu de terre, dans un appartement, ça marche très très bien. Donc on a demandé aux parents de nous ramener leurs vieilles pommes de terre ratatinées et on les a plantées avec les enfants à l'intérieur de la crèche tout d'abord. Et donc on a pu observer avec eux jour après jour ce que ça poussait. Donc, ce qui est quand même une notion essentielle. Voilà, le jeune enfant va devoir être patient. Il va falloir qu'il comprenne que de cette pomme de terre est née une pousse. Et puis après, on les a plantées dans le potager à l'extérieur. Alors, on en sacrifiait une de temps en temps pour montrer aux jeunes enfants ce qui se passait sous la terre. Et là, on va travailler tout un tas de notions parce que ces pommes de terre, il va falloir les cueillir. Donc, on va travailler la motricité fine. Il va falloir les laver. Donc, on a utilisé des sprays. On travaille encore d'autres choses de motricité. Et puis là, je vous ai pas mis les photos, mais après, ça a été l'émerveillement de les faire cuire avec la vapeur. Et qu'est-ce que c'est que la vapeur? Et on s'est fait un goûter pommes de terre. Et puis, ils étaient très, très fiers de les faire déguster aux familles le soir. Et on a fait des concours de recettes avec les pommes de terre du potager. Voilà comment passer 8 mois d'un projet autour des pommes de terre et où notre artiste plasticienne est venue travailler avec les enfants sur la forme de la pomme de terre et quand on la coupe et qu'on la trempe dans la peinture, qu'est-ce que ça fait? Et ça roule et on peut travailler en motricité des choses. Voilà, c'est comment on déroule la pelote de laine de notre projet pomme de terre. Et puis, on a des familles qui sont retournées dans les îles, on a nos professionnels qui sont retournés, on a la chance d'avoir des gens qui viennent de plein d'endroits du monde dans nos crèches, et donc ils nous ont ramené du cacao, de la goyave et du gingembre, et on a pu vivre l'émerveillement des enfants qui connaissent le chocolat, mais d'où ça vient le chocolat, et donc ils ont pu eux-mêmes, avec le cacao, faire du jus de chocolat. Ils ont pu découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur d'une goyave. Alors, c'est pas des activités. J'insiste là-dessus. C'est pas un jour on ramène une goyave et voilà. C'est tout un travail avant avec l'enfant sur la goyave, parce que vous allez me dire, vous nous disiez de pas faire les pingouins et vous faites des goyaves. Et vous auriez raison. Ça prend sens parce que c'est des familles qui nous les ont ramenées. Donc, on va proposer à ces familles de venir présenter la goyave du pays. On va la soupeser. On va voir comment elle sent, quelle couleur elle a, etc. On ne fait pas une activité. C'est qu'est-ce que l'enfant vit à travers cette exploration sensorielle. Et puis chaque enfant, du coup, va pouvoir s'en saisir différemment selon là où il en est dans ses 5 sens. Il y en a qui ne vont pas vouloir goûter, il y en a qui vont rester en retrait, qui vont observer. C'est aussi tout ça qui va se passer autour de ces éléments naturels. Alors, je vous parlais tout à l'heure de nos giboulées de Mars. Et après nos giboulées de Mars, on a fait un travail sur le vent. Et donc, on a été enregistrer les bruits du vent. Les enfants ont soufflé. Qu'est-ce que ça fait le vent? Ça souffle. Donc, on a proposé de travailler avec de l'encre et des pailles. Et travailler son souffle, puisque le vent, ça souffle fort. Voilà, et ça, c'est des choses aussi essentielles, d'exercer son souffle. Et puis, on a travaillé sur ce que ça fait le bruit du vent, avec le musicien qui vient avec des instruments à vent, qui vient avec des choses qui font du vent. On va travailler en motricité avec des foulards. Et voilà comment, à partir des enfants que je vous montrais tout à l'heure, qui observent les giboulées de Mars, et à partir de ce que eux nous amènent. C'est pas nous qui nous disons... Tiens, à partir des giboulées de Mars, on va faire ça, ça et ça. C'est eux qui nous disent ça fait... Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer pour découvrir leur souffle par rapport à ça? Et on se laisse guider par ce que les enfants nous amènent.
Et donc, donc là, c'était la partie éducation à la nature. Et l'éducation par la nature, ça veut dire que pour découvrir les couleurs, il n'y a pas besoin d'acheter des jeux en plastique qui sont une matière morte pour l'enfant. On va pouvoir, vous avez des merveilleux végétaux qui ont des couleurs différentes. Alors, vu que l'automne arrive, je vous ai sélectionné des petites choses autour de l'automne. Je vous ai pris 2 exemples différents avec 2 enfants qui ne sont pas dans la même motricité. À gauche, on a une petite fille qui était en motricité globale et qui adorait ramasser les feuilles dans le jardin de la crèche. Donc on a fait un énorme tas de feuilles à l'autre bout d'une pièce. Et vu qu'elle est dans la motricité globale, elle avait besoin de déplacer les choses. Et on lui a proposé 3 feuilles de papier qui correspondaient à la couleur des feuilles d'arbres qu'elle avait été ramassées. Et on lui a proposé, ce n'est pas une activité à consigne, hein, c'est une proposition, de mettre en lien la feuille d'arbre verte avec la couleur de papier verte, etc., etc. Et donc, elle a été à la fois dans du coup un apprentissage de tri et un apprentissage des couleurs sans qu'on ait besoin d'être dans le c'est jaune, etc. C'est du coup quelque chose qui se fait de façon sensorielle. Et en même temps, puisque cette petite fille est dans la motricité, elle a pu être dans le déplacement pour aller poser les feuilles. À l'inverse, là, on a un petit garçon qui, lui, avait 3 ans et demi et qui, lui, commençait à être dans les apprentissages préscolaires. Donc, on lui a proposé, et également, il est allé ramasser tout un tas de feuilles. Et lui, spontanément, il s'est mis à faire des petits tas. Donc, lui, il était assis parce qu'il avait besoin de se concentrer. Et que lui, sa façon à lui de se concentrer, c'était d'être assis à une table. Et donc, il a tout d'abord trié les feuilles par couleur, et puis les a triées par forme, et puis les a triées par taille. Et là, on est dans des apprentissages quasi géométriques, mathématiques, absolument fondamentaux, qui se font sans que vous soyez dans un apprentissage préscolaire, mais dans quelque chose de naturel et qui vient de l'enfant lui-même. Et puis, puisqu'on est autour du développement durable, c'est pareil pour travailler tous les œufs de transvasement, de motricité fine, d'enfilage, d'empilement, tout ce qu'ils adorent entre 2 et 3 ans. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des choses. Vous avez des super trucs qui s'appellent des rouleaux de sopalin, des vieux cartons, des boîtes à œufs, etc. Tout ça, ce sont des outils formidables pour travailler la récupération avec les enfants. Et donc là, je vous ai mis un autre exemple d'une petite activité très très simple à proposer. Vous prenez une boîte à œufs, vous peignez les alvéoles de votre boîte à œufs avec des couleurs. Alors l'idéal, c'est même des couleurs de saison. Et puis avec des éléments naturels de saison, là en l'occurrence ce sont des noix pour l'automne, l'enfant va pouvoir mettre en lien la noix de couleur avec la bonne alvéole de couleur et on va pouvoir faire varier puisque on va pouvoir lui proposer différentes pinces, la pince à cornichon que vous avez à la maison, la louche, la cuillère, etc. pour faire les transvasements. Voilà. Alors, par contre, évidemment, on va découvrir d'abord ce que c'est une noix. Ça, c'est un truc hyper important pour moi. On ne va pas faire peindre à l'enfant une noix et ça devient un objet ludique sans avoir découvert avec lui. Ça arrive après qu'on ait découvert ce que c'est une noix, qu'on soit allé les récolter, qu'on ait regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, qu'on les ait goûtés, etc. Et après, du coup, on peut détourner l'objet noix. Voilà, c'est la même chose pour des galets, par exemple, en été, etc. On ne va pas faire peindre un enfant sur des galets et il va rentrer à la maison avec son galet sans absolument avoir compris ce que c'était qu'un galet. Or, un galet, c'est passionnant parce que c'est chaud ou c'est froid selon où c'est resté et où est-ce qu'on peut en trouver. Et est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger par rapport à un caillou. Il y a tout ça à faire découvrir avant de lui faire peindre un galet. Alors, il y a des recherches mondiales absolument passionnantes qui ont été faites notamment par l'Institut d'éco-pédagogie en Belgique, le Centre pour la recherche en épidémiologie environnementale de Barcelone et puis Sarah Vauquier, qui est une pédagogue par la nature en Suisse. J'ai compilé un peu leurs recherches pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire l'éveil. C'est bien beau de dire que c'est chouette d'éveiller la nature au jeune enfant déjà parce qu'il y prend plaisir, mais quel est l'impact réel, mesurable de cet impact, de l'importance de la nature sur le jeune enfant. Donc on a un recul de plusieurs dizaines d'années maintenant sur plusieurs centaines de recherches. On sait que déjà, ça semble évident, mais avoir un contact régulier à la nature, ça amène un lien positif à cette nature qui perdure adulte. Et donc, on sait très concrètement que ce rapport positif crée des adultes plus soucieux de l'environnement.
Ça permet des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, développer moins de conflits avec les autres enfants et plus de solidarité. Je vais revenir sur tout ça après. Se concentrer plus facilement, tomber moins malade. Il y a des recherches très concrètes qui montrent que plus un enfant vit dehors, moins il tombera malade. Et puis avoir une plus grande créativité au quotidien. Au niveau déjà, je vous ai pris le plus évident, au niveau de la santé physique. Un enfant qui va dehors, c'est un enfant qui se dépense plus. On a une réduction des risques d'obésité, etc. Ça permet aussi de sortir l'énergie accumulée. Ça semble évident à dire, mais nous, en région parisienne, on a des enfants qui vont en fait très peu dehors. Donc, c'est extrêmement important de sensibiliser les familles à l'importance d'aller courir au parc avant de rentrer à la maison. Et puis, des choses autour aussi de la qualité de l'air et de l'importance de la lumière naturelle, qu'on oublie parfois dans nos sociétés. La lumière naturelle, c'est une source de vitalité chez le jeune enfant. Voilà. Donc, c'est important que le jeune enfant, en hiver, il ne fasse pas le trajet maison-crèche, il fait nuit, je suis sous les néons de la crèche toute la journée et je repars, il fait nuit. C'est essentiel qu'il soit au contact aussi de la lumière naturelle dans la journée. Alors, on me dit souvent, oui, mais la nature, c'est sale et c'est plein de microbes, c'est méchantes bébêtes. Alors oui, les microbes peuvent être des méchantes bébêtes, mais en vrai, il ne faut pas oublier que l'enfant a quand même 100 000 milliards de bons microbes dans son système digestif et que c'est ce qui recouvre la flore essentielle sur sa peau. Donc mon discours, c'est pas de vous dire d'oublier les règles d'hygiène élémentaires, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est de bien comprendre qu'il y a une différence entre la saleté sur une feuille morte et dans la terre et la boue et la saleté sur la barre du métro. On n'est pas du tout sur le même type de microbes et que donc non, les recherches montrent bien que la nature, c'est pas sale et c'est pas néfaste pour le jeune enfant, que bien au contraire, ça lui permet de se construire une mémoire immunitaire. Et c'est ce qui fait que justement, les jeunes enfants qui sont très en contact avec la nature vont tomber moins souvent malades et être plus résistants parce qu'ils se sont constitués une mémoire immunitaire grâce à ce contact régulier avec la nature. Alors, en 2005, un journaliste américain qui s'appelle Richard Louv, qui a créé le terme de trouble déficitaire de la nature, qu'on entend aussi en France sous le terme de syndrome de manque de nature. En fait, il a décrit le manque de contact grandissant entre les enfants et la nature. Et faut quand même pas oublier qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a quand même un écolier sur trois qui ne sait pas reconnaître une courgette. Donc on est quand même dans une urgence sociétale et on peut effectivement parler de troubles déficitaires de la nature, avec tout un tas de conséquences, c'est-à-dire une obésité plus importante des enfants, des troubles de la concentration, des troubles de la mémorisation. Voilà, ça c'est des troubles qui ont été mesurés en comparant des enfants qui ont un contact quotidien avec la nature et des enfants qui n'en ont pas. Pour vous donner un exemple très concret, parce qu'un enfant qui passe son temps à l'intérieur, c'est hélas aussi souvent un jeune enfant qui est devant la télé. 2 heures de télévision par jour entre 15 et 48 mois impliquent 3 fois plus de risque de retard de langage et jusqu'à 6 fois plus avant 1 an. Éteignons nos télés, allons dans le parc à côté, même si c'est un petit parc et qu'il y a une petite coccinelle à observer. Alors au niveau du développement intellectuel de l'enfant, il y a eu des recherches notamment faites à Barcelone dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont mesuré par exemple qu'une exposition régulière à la nature amenait à une capacité de mémorisation de 5 à 9% plus importante. Voilà. On a pu aussi comparer des écoles où les enfants sortaient tous les jours dans une nature un peu sauvage, dans des jardins pas bétonnés, et des enfants qui avaient des cours bétonnés, ne sortaient pas quotidiennement. Et on a pu remarquer que les enfants avaient un langage beaucoup plus créatif, avaient une plus grande flexibilité dans leurs idées, et les parents eux-mêmes, parce qu'ils ont testé et les enfants et la façon dont les parents percevaient leurs enfants, il y a des différences absolument flagrantes. Et notamment un point que je trouve essentiel, parce que moi je l'observe au quotidien avec les enfants qu'on accueille,
les enfants au contact de la nature sont plus persévérants et recherchent des solutions. Parce qu'en pleine nature, il faut trouver des solutions créatives pour que le caillou tienne, pour fabriquer sa cabane, etc. Et donc, ça donne des enfants qui sont beaucoup plus persévérants et qui ont de la suite dans les idées. Alors, je vous ai remis un petit exemple voilà, que je vous avais donné tout à l'heure sur des choses autour du développement intellectuel, de petits ateliers à proposer. Et puis, dans les recherches, notamment de Sarah Vauquier, donc cette pédagogue suisse, le résultat le plus flagrant a été au niveau de la motricité. Donc, en fait, elle a comparé 3 formes d'écoles enfantines en Suisse. Donc, des écoles où on vit en permanence à l'extérieur, l'école se fait à l'extérieur, des écoles où on passe au moins une journée par semaine dans la nature, et des écoles où on ne va pas plus d'une fois par mois en forêt. Et donc, elle a comparé ces 3 écoles, et donc les résultats que je vous présente sont issus de ces recherches. Au niveau des tests de motricité, de graphomotricité, de psychomotricité, plus les enfants sortent et jouent en pleine nature, plus leur motricité est épanouie. Dans le groupe d'enfants qui avaient accès chaque jour à l'extérieur, ces résultats explosent en fait. C'est le groupe qui a le plus d'endurance, le plus de constance et celui qui sait s'occuper seul. Les enfants qui sont aussi en contact régulier avec la nature, ce sont des enfants qui sont beaucoup plus autonomes également dans leur jeu au quotidien. Et puis, ce à quoi on s'attend peut-être moins au quotidien. Alors oui, pardon, je vous ai mis un petit exemple là, de motricité fine, parce que quand on pense motricité en pleine nature, on pense tout de suite à la motricité globale, ce qui est génial, hein, sauter dans les flaques, grimper aux arbres, etc. Mais vous pouvez aussi, avec des éléments naturels, travailler la motricité fine du jeune enfant. Donc encore une fois, avec des éléments naturels de saison, vous allez pouvoir varier la cuillère en bois, la pince, etc. et les contenants. Et travailler des éléments de motricité fine plutôt que de le travailler avec des objets en plastique comme ça se fait souvent. Alors oui, ce qui a surpris les chercheurs auxquels ils s'attendaient moins que le travail sur la motricité, c'était les résultats autour de la créativité. Oui, qu'est-ce qu'il y a de choses à inventer en pleine nature et d'aventures à vivre? En fait, ce sont des enfants qui prennent plus de risques. Les enfants qui vivent plus au contact de la nature, ce sont des enfants qui prennent plus de risques et donc qui vivent plus d'états émotionnels variés. Et le fait de vivre de façon répétée plus d'états émotifs variés amène à avoir une plus grande créativité pour le jeune enfant et aussi un meilleur langage parce qu'il va avoir besoin d'exprimer ces états émotifs variés, il va avoir envie de les partager avec l'adulte pour être rassuré, pour partager sa surprise, sa joie, sa peur, etc. Et donc, ce sont des enfants qui ont une meilleure flexibilité dans leurs idées et les parents eux-mêmes, donc dans ces 3 écoles que je vous décrivais, il y a des résultats flagrants de parents qui définissent leurs enfants comme bien plus créatifs dans l'école où on est en pleine nature. Alors, je vous ai mis des petits exemples de choses autour de la créativité qui sont faciles à reproduire à la maison. Là, c'est des créations avec des feuilles d'arbres. Vous prenez une feuille autocollante, vous mettez le côté autocollant vers l'enfant et il va pouvoir jouer à superposer les feuilles et faire des figures. Alors, selon l'âge, du coup, ils peuvent inventer des bonhommes, etc. Et avec la lumière qui vient de l'extérieur, ils peuvent même créer des superpositions de feuilles de couleurs différentes, créer des paysages avec ce qui se dessine derrière la fenêtre, etc. Voilà, ça, c'est des petites choses toutes simples à faire à la maison. Les bulles colorées. Alors, les bulles sont déjà un formidable atout de découverte de la nature parce que la bulle, il y a la lumière qui se reflète dedans. On n'a pas de maîtrise sur la bulle, donc c'est quelque chose de très intéressant dans la petite enfance. Elle va partir au gré du vent, on va travailler le souffle. Et du coup, une petite activité toute simple à faire et sympa, c'est des bulles colorées. Où du coup, quand elles vont exploser, donc vous mettez un peu de colorant naturel dedans, ça va faire des mélanges de couleurs. Et ça, c'est une activité que les enfants adorent. En plein air, c'est encore mieux. Fabriquez vous-même vos pâtes à modeler, vos peintures, etc. Donc voilà, dans le livre, on donne toutes les petites recettes. Et puis, selon les odeurs de saison, vous allez pouvoir mettre de la cannelle ou du citron ou de la lavande. Vous allez pouvoir mettre des textures avec des grains de sésame, des grains de pavot, etc. plutôt que d'acheter des pâtes à modeler chimiques dans des boîtes en plastique. Et on va pouvoir travailler la motricité du jeune enfant en les fabriquant aussi.
On va pouvoir, plutôt que de jeter le vieux poivron tout rabougri, peindre avec l'enfant et voir la trace que laissent ces éléments naturels. On va pouvoir peindre avec des plumes, avec des fleurs, etc. Donc là, je vous ai mis des petites créations d'automne, par exemple, avec des éléments naturels où l'enfant va pouvoir exercer quelle trace laissent les choses sur le papier. Là, c'est des propositions. Donc, vous voyez, on est en pleine proposition. Il y a des enfants qui n'ont pas utilisé les fleurs, qui ne les ont pas trempées dans la peinture pour voir la trace que ça laissait. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a qui ont senti la fleur et qui sont repartis en courant avec. C'était très bien aussi. C'est des petites... c'est ce que chez Reggio, on appelle des provocations, c'est-à-dire on provoque une proposition pour l'enfant et il s'en saisit exactement comme il en a envie. Les bouquets de fleurs qui font travailler à la fois la motricité fine, on fait le bouquet, on verse l'eau. Voilà, ça c'est des choses aussi que Montessori présente beaucoup dans les ateliers de vie pratique. Et puis on va pouvoir les sentir, les regarder à la loupe, les dessiner pour les enfants qui ont plus un esprit créatif. Et puis, c'est aussi le développement de compétences sociales, la nature. Donc, c'est Montessori notamment qui a beaucoup travaillé sur le jardinage pour ça. Elle disait que la nature permettait le jardinage une observation de la vie et qu'elle favorisait les notions de responsabilité et de respect. C'est vrai qu'il n'y a pas un meilleur endroit que dans la nature pour apprendre effectivement ces notions de patience, d'empathie, de prendre soin, d'avoir des gestes doux, etc. Je vous ai mis plein de petits exemples d'apport dans la sensorialité, mais l'heure tourne. Et puis, je voulais vous proposer de vous reconnecter à vos souvenirs d'enfant, là, de vous rentrer dans votre enfant intérieur. Si vous essayez là de vous souvenir de vos souvenirs nature, souvent ils vont être liés à un des sens. Vous allez avoir une odeur qui va vous revenir, vous allez avoir un toucher. Moi, c'est souvent les fleurs de pissenlit chez ma grand-mère sur lesquelles je soufflais. Voilà. Essayez de vous reconnecter à ça et de pouvoir transmettre à nos enfants effectivement des petits moments comme ça autour du toucher. Donc récupérez les vieilles boîtes à chaussures chez vous et mettez des éléments naturels dedans. Et on va aller voir avec l'enfant ce que ça fait sous les pieds, s'il en a envie, évidemment. On va pouvoir laisser des traces dans la pâte à modeler avec des éléments naturels de saison. On va pouvoir récupérer les vieux tapis, les vieilles moquettes, etc. Et puis créer des petits parcours de motricité pour les bébés. Et ça, c'est le travail avec les glaçons qui marche très bien. C'est aller mettre des éléments naturels de saison dans le glaçon et du coup, ça va être la surprise de qu'est-ce que ça donne une fois que le glaçon a fondu. Ça permet aussi de travailler les notions de froid et chaud qui sont essentielles dans les cycles des saisons. C'est aussi organiser des petites activités de découverte du goût caché, d'odorat. Qu'est-ce que ça sent, à ton avis, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis des lotos de sons de la nature, par exemple. Allez enregistrer avec l'enfant le bruit de la rivière à côté, les chants des oiseaux, etc. Prenez en photo en même temps et puis on revient à la maison avec des banques d'images et des banques de sons. Et on va pouvoir créer des jeux où l'enfant va pouvoir mettre en lien la photo et le son que vous avez collecté avec lui, par exemple. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi télécharger sur Internet des images et des sons, ça marche aussi très bien. Et puis, moi, on a des loupes partout dans nos crèches, parce que je crois que c'est vraiment un outil essentiel. Et vous êtes aussi, vous, un accompagnateur pour permettre aux jeunes enfants d'observer des choses qu'il n'aurait pas forcément vues. Et laissez-vous guider aussi parce que lui a vu. Des fois, on se dit, il a le nez au vent. Oui, il a le nez au vent et c'est très beau parce qu'il doit sûrement voir quelque chose qu'en tant qu'adulte, on ne voit plus. Donc, laissez-vous guider par ce qu'il est en train de voir. Et puis un petit exemple je vous le disais, on travaille par séquence. Donc par exemple, si on fait un crumble aux pommes avec les enfants, on va avoir toute une séquence pédagogique sur qu'est-ce que c'est qu'une pomme. D'où ça vient, la pomme? Où est-ce que ça pousse, la pomme? Et les pommes, elles sont de plein de couleurs différentes. Et c'est rond. Et comment c'est quand c'est cru? Et comment c'est quand c'est cuit? Et ça vient d'un verger. Qu'est-ce que c'est qu'un verger? Quels animaux il y a dans le verger? Et donc, on se fait 15 jours, Gapi, pour un simple crumble aux pommes, autour de la pomme. Et on aborde aussi les apprentissages tels que c'est lourd, c'est léger, c'est croquant, etc., etc. Je vais passer très vite vu l'heure. Sur les neurosciences, Sophie Rabi en parlait un petit peu tout à l'heure.
On est à un moment absolument passionnant. On sait grâce aux neurosciences comment fonctionne mieux on sait mieux comment fonctionne le cerveau du jeune enfant. Et ce qu'on sait notamment, ce qu'explique Céline Alvarez, je vous invite à aller voir sur son site, il y a une petite vidéo sur la plasticité cérébrale qui est extraordinaire. Et donc elle explique bien que ce que le cerveau conserve, ce sont les expériences les plus fréquentes. Ce ne sont pas les expériences les plus joyeuses où on a pris le plus de plaisir, ce sont les expériences les plus fréquentes. Et c'est pourquoi il est essentiel de mettre le jeune enfant dans un contact régulier, c'est pour ça que je vous parle de régulier depuis tout à l'heure, avec la nature, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans son cerveau des tout petits. Et souvent, on attend 6-7 ans pour leur parler de nature et leur expliquer des choses. Et en fait, cette notion de régularité, elle est essentielle parce que le cerveau du petit enfant, il se modèle par rapport à cette fréquence. Et puis, on sait aussi que le cerveau du jeune enfant, il se construit grâce à quelque chose d'extraordinaire qui est l'enthousiasme. Et Maria Montessori le savait d'instinct, sans avoir besoin d'IRM et de neurosciences, que l'enfant apprend par le plaisir en faisant lui-même et par l'enthousiasme. Or, on sait que la nature est un lieu d'enthousiasme pour l'enfant et d'émerveillement. Donc faites passer vos apprentissages par ce qui se passe dans la nature. Et puis pour reprendre une métaphore sur la nature, lorsque l'être humain s'enthousiasme, c'est un véritable engrais pour son cerveau. C'est ça qui est important. Et quels adultes de demain on donne à cette planète? Ça se joue là, maintenant. Hein. Le film de Julien s'intitule aussi Une génération pour tout changer. C'est vrai qu'on est à la croisée des chemins. Et l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui relie éducation positive et éducation à la nature? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet, en mêlant et à la fois éducation à la nature et éducation positive, de se dire qu'on va aller vers une nouvelle société avec les enfants qu'on a la chance d'accompagner aujourd'hui et de se dire que les deux sont entièrement liés. L'idée, c'est d'utiliser la nature comme médiateur dans cette éducation positive en créant des moments de découverte et de plaisir. Alors, qu'est-ce que j'entends par éducation positive ? C'est être à l'écoute des besoins de l'enfant. Favoriser c'est l'expression de ses émotions et de sa créativité. Respecter ses rythmes. Être dans une communication positive. Être un exemple, l'enfant apprend par imitation et l'enfant apprend par répétition. Donc vous allez être l'exemple de votre enfant. Je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais c'est aussi une réalité que l'enfant apprend par imitation. Et puis, comme on vient de le dire, l'enfant, il apprend s'il est acteur, s'il se sent impliqué et s'il sent qu'on respecte ses choix et que l'adulte lui fait confiance. L'idée, c'est pas de vous dire de créer des enfants rois et qu'il n'y ait pas de cadre et qu'il n'y ait pas de règles. Hein. C'est pas mon propos, mais c'est différent de dire un enfant peut absolument tout faire que de se dire je respecte profondément ses choix et je fais confiance à mon enfant. Et puis comme je vous le disais en introduction, c'est se connecter à l'enfant et se connecter à son propre enfant intérieur. Et j'aime bien ce parallèle entre l'enfant et la graine. L'adulte propose à l'enfant, comme à une plante, un environnement, une terre dans lequel il va pouvoir pousser de façon épanouissante. À force de soins et de patience, il va planter ses racines tout en se hissant aussi vers le ciel. C'est aussi le rôle des éducateurs et des parents, donner des racines et des ailes aux enfants. Et il y a ce lien aussi de la fragilité entre le jeune enfant et la plante. La plante, elle a besoin qu'on lui parle avec bienveillance, avec douceur pour pousser et qu'on lui fasse confiance. Alors, je voudrais conclure sur cette magnifique citation de Montessori qui porte mes actions au quotidien. Qu'ils courent dehors quand il pleut, qu'ils enlèvent leurs souliers quand ils trouvent un peu d'eau, et quand l'herbe des prés est humide de rosée, laissez leurs pieds nus la foulée, qu'ils se reposent paisiblement quand un arbre les invite à dormir à son ombre. Je crois que le festival de l'école pour la vie, on est en plein là-dedans. Hein. Et donc, je voulais conclure là-dessus et puis échanger avec vous si vous avez des questions. Et puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vous ai aussi mis mon mail pour ceux qui veulent poursuivre les échanges avec plaisir.
désolée. C'est bon. Je suis désolée. C'est tout bon. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis en 3e année d'études pour devenir EJE. Bravo, quel beau choix. Mais du coup, j'ai beaucoup de questions. Là, je vais juste vous en poser 2 qui pour moi sont importantes. La première, c'était savoir si les crèches Agapi sont en interage ou pas. Oui, en fait, on a de tout, D'accord. mais les dernières crèches, parce qu'on apprend aussi de ce que les enfants nous guident dans la création de nos crèches. Et donc, les dernières crèches ne fonctionnent pas ce qu'on appelle le langage des crèches des sections. Et donc, effectivement, c'est basé sur des recherches québécoises absolument passionnantes sur le fait d'accueillir, donc qu'est-ce qu'on appelle un terrage, c'est-à-dire d'accueillir des enfants de la naissance à 3 ans, tous ensemble, parce qu'on appelle dans notre jargon aussi des petites familles. Et donc, effectivement, on fonctionne de plus en plus là-dessus. Et on fonctionne aussi en intergénérationnel. Je vous le disais, nos crèches sont ouvertes aux papis, aux mamies et aux associations du coin qui viennent raconter des contes. Et on a aussi un échange intergénérationnel. D'accord, merci. Et du coup, la deuxième question que je me posais, c'est comment vous faites le recrutement pour les équipes, en fait? Est-ce que c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont convaincus par le projet, ou est-ce que ils viennent parce qu'ils postulent pour travailler en crèche et après vous leur parlez du projet? Alors les deux, et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent pour le projet parce qu'ils partagent nos valeurs coopératives, écologiques, etc. Et j'ai envie de dire, ça ne serait pas aussi riche si c'était que des gens comme ça, déjà alliés à nos causes, et que oui, on a des gens qui viennent postuler parce que c'est un travail en crèche et qui, les premiers temps... il y a des gens avec qui il faut un peu parfois que je bataille pour que les enfants sortent tous les jours au jardin, etc. etc. Et c'est aussi nous, comment au niveau pédagogique, on va accompagner des professionnels petite enfance qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Et nous, ça nous a demandé toute une réflexion sur nos séminaires d'intégration. Donc on a 10 jours de séminaires d'intégration pour chaque nouveau salarié, où on a aussi des interventions de sophrologues, etc., pour comment on va transmettre les 5 piliers que je vous ai présentés avant même que les personnes travaillent dans nos crèches. Et puis après, on travaille beaucoup les formations, et notamment, moi, je vais dans les crèches former les professionnels. Donc, c'est des cycles. Par exemple, là, on vient de sortir d'un cycle de 1 an sur la communication positive et l'expression des émotions de formation. On vient de sortir d'1 an dans une autre crèche de formation Reggio. Et puis après, on organise des cafés des parents pour aussi sensibiliser les parents à ce que nous, on pratique au quotidien avec leurs enfants et pouvoir avoir des échanges pour qu'il y ait une vraie continuité entre la crèche et la maison à ce niveau-là. Derrière toi. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour votre présentation. Merci. Et ça fait plaisir d'entendre ces bonnes paroles. J'ai une petite question en fait. J'aimerais bien qu'il y ait plus de diffusion de ce type de conférences dans les universités, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, parce que c'est des futurs parents. Et aussi que toutes ces vidéos soient remises à tous les ministres d'éducation de tous les pays. Ça, c'est un beau projet. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que quand on a commencé Agapi il y a 10 ans, déjà les crèches écologiques, on n'a pas surfé sur une vague et une mode. Enfin, c'est un truc qui me tient très à cœur quand on présente Agapi. Quand on a présenté des crèches écologiques et coopératives, il y a des gens qui nous ont pris pour des doux rêveurs. Notre défi, c'est de se dire que maintenant, avec 6 crèches et un réseau, on a pu prouver que développer des crèches sans profit, avec un contact de la nature, ça fonctionne. Et c'est aussi ce qui fait bouger les collectivités locales. Et notamment, une de nos fiertés, on travaille le développement durable aussi dans les liens humains, c'est qu'on a 2 des municipalités qui travaillent avec nous, qui nous ont fait confiance pour ouvrir d'autres crèches. Donc ça montre aussi que ces projets-là viennent toucher aussi au niveau politique et que ça permet de créer d'autres crèches de cette typologie-là sur les mêmes territoires et donc d'ancrer en termes de développement durable aussi à ce niveau-là.
Voilà. Ce sera la dernière question. Vous pouvez applaudir une nouvelle fois Élise Marieux. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, bonne soirée à tous.